Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître David Couvi. Bonjour David. Bonjour. David, tu es avocat gérant chez 28 Octobre Avocats. Tu es expert en droit pénal des affaires, contentieux civil et commercial et droit de la presse. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus d'une vingtaine dans votre cabinet. Il y a beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui, des sujets qui me passionnent et qui vont passionner aussi nos auditeurs. Pour commencer, David, première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir avocat ? Bonjour Maya et merci pour ton invitation. C'est évidemment une question compliquée et à laquelle je ne sais pas répondre, pour être tout à fait honnête avec toi, parce que d'aussi loin que je puisse me le rappeler, j'ai toujours souhaité être avocat. Donc ça ne peut être qu'une construction a posteriori en te répondant. Okay. Et je te répondrai défendre des gens, en attaquer d'autres. Mais je n'ai pas de réponse toute faite à ça. Pour tout te dire, j'ai le sentiment d'avoir toujours eu ça dans le sang. Voulu être avocat. Ok. Bah, c'est ce qui fait aussi les plus jolis parcours, quand c'est généralement dès le départ qu'on se sent n'être né presque avocat. Je pense que c'est des métiers de toute façon qu'il faut aimer faire avec passion pour bien les faire. C'est le cas. Bah, pour ce qui est de la passion, en tout cas. Et on s'efforce de bien le faire. J'en doute pas. On va y venir après. Est-ce que tu peux très brièvement peut-être revenir un petit peu sur ton parcours académique et professionnel jusqu'à aujourd'hui, en tout cas la création du cabinet dont on va parler après, mais pour donner peut-être une vue un petit peu large de ce qui a été ton parcours. Bien sûr. Je suis toulousain d'origine. Je suis arrivé à Paris le 1er janvier 2000 par le premier vol du matin. Et avant ça, j'ai fait mes études de droit dans l'excellente fac de droit de Toulouse, où j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui a été très déterminante dans mon parcours d'avocat, qui est aujourd'hui prêtre, qui était un ancien avocat, et qui s'appelle le père Jean-Louis Gazaniga, qui n'entendra pas ce podcast, qui ne verra pas d'image de ce podcast, mais que je salue très chaleureusement, comme à chaque fois que l'occasion m'en est offerte. Et c'était un de nos professeurs à la fac de droit, et notamment d'histoire de droit canon. Et donc voilà, j'ai fait mes études là-bas, j'ai fait un 3e cycle de droit économique et de la communication. J'ai un parcours de privatiste, donc droit privé. Et ensuite, j'ai fait une thèse en droit de la presse, puis l'école d'avocat, et ensuite je suis arrivé à Paris, comme je te l'ai dit. J'ai travaillé dans un cabinet, mon premier cabinet à Paris est le cabinet Rambaud-Martel, qui est devenu Auric Rambaud-Martel après ça. J'y ai rencontré tout un tas de mes actuels copains. Jean-Pierre Martel. Alors, Jean-Pierre Martel, je l'inscrirai pas au rang de mes copains, même si j'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Pierre, évidemment, pour Jean-Pierre Martel, même si nous sommes restés en contact avec lui, et puis il a cofondé avec Jean-François Rambaud un cabinet qui est un cabinet de place, qui est un cabinet remarquable. J'y ai passé, je travaillais là-bas avec Catherine Saint-Geniest, qui était ma première patronne, en fait, à Paris, et qui était dure, qui était très exigeante, et que j'ai adoré. J'ai adoré travailler avec elle. Alors, elle ne te dira sans doute pas la même chose, puisque moi, j'étais un tout jeune avocat, je ne savais rien faire. J'ai adoré me faire engueuler par Catherine Saint-Geniest, que je salue, au passage. Après ça, je suis allé travailler chez Hughes Hubbard & Reed, qui est un des plus vieux cabinets américains implantés à Paris. Et c'est là que j'ai fait une rencontre tout à fait décisive, puisque j'y ai rencontré mon vieil ami, mon associé cofondateur, Benoît Pruvot, avec lequel nous travaillons encore aujourd'hui, et qui était donc mon patron dans ce 2e cabinet. Et pour la petite histoire, j'ai intégré chez Rambaud-Martel le groupe de potes dans lequel était Benoît, et j'y suis arrivé début 2000, et lui avait quitté Rambaud-Martel fin 99. Et donc, quand j'ai souhaité quitter Rambaud-Martel, parce que je n'y faisais pas de contentieux, et moi j'avais envie de plaider, évidemment,
nos copains d'alors ont dit va voir Benoît, il est en charge du recrutement chez HHR, chez Hughes Bard Reed. Vous ne vous entendrez pas du tout, mais il te fera passer un entretien à Blanc. Et au lieu de ne pas s'entendre, il m'avait donné rendez-vous à 9h ou 9h30 le matin et on s'est quitté à 20h le même jour. On était partis déjeuner ensemble, etc. Et ce que moi, je ne savais pas, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que le collaborateur qui travaillait pour lui, avec lui avait présenté sa démission dans le même trait de temps, si tu veux. Donc, il avait un poste à pourvoir et donc, on a bossé ensemble pendant 2 ans chez Rambo Martel, chez Hughes Bard Reed, pardon. Et au bout de 6 mois, moi, j'ai emmerdé Benoît en lui disant, on a compris comment ça marchait, il faut qu'on crée un cabinet. Oui, ça t'est venu rapidement quand même. Oui, ça m'est venu rapidement parce que l'idée était préexistante et que tu sais, pour nos clients et pour les gens de l'extérieur, 28 octobre, c'est un cabinet d'avocats. Mais moi, je bosse tous les jours depuis 21 ans, 22 ans, au sein de mon rêve d'enfant. Tu vois, tu comprends? Oui, c'est-à-dire que ce cabinet, c'est la chose que j'avais envie de fonder ou de cofonder, que j'avais envie de voir naître, de voir grandir, d'améliorer sans cesse, etc. C'est à notre image à tous, tu vois, mais à tous. Pas que les cofondateurs, pas que les associés, tout le monde. Et, pardon, c'est un peu lieu commun ce que je te dis, mais c'est ce qu'on essaie de faire vraiment. Je pense que c'est intéressant. Et voilà, et on a fondé 28 octobre dans nos locaux historiques rue Troyon, qui était très QCA, quartier central des affaires, très haussmannien, très parquet de moulure cheminée. Et on a récemment, il y a 2 ans, nous avons acheté une ancienne forge dans le 11e arrondissement, qui est un quartier absolument génial, qui était parfaitement opérable en tant que tel. Il y avait peut-être un coup de peinture à mettre et 2 aménagements, mais on a pris la décision de tout casser et de tout recommencer parce que on a adapté ces locaux, les nouveaux locaux du cabinet 28 octobre, aux usages de notre cabinet. Et on en parlera, j'imagine. Et donc, il a bien fallu tout casser et tout refaire pour que ce soit l'espèce d'ovni génial qu'on a maintenant et qui est hyper fonctionnel. Donc voilà pour aller très vite sur le parcours. Ok. Quand tu dis ovni, je me permets de rebondir dessus, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement de ce cabinet que vous avez co-créé et qui est à l'image de tous, comme tu as dit. Pourquoi est-ce que tu as utilisé le thème d'ovni? Qu'est-ce que vous faites au sein de ce cabinet qui pour toi est différent justement en bien, je suis sûre, de peut-être d'autres cabinets? Alors, j'entends pas mettre en avant le fait que ça soit différent et mieux que d'autres cabinets. C'est pas mon point. Mon point, c'est de te dire que nous accordons beaucoup d'énergie, de soins, de temps, de vigilance à ce que le cabinet fonctionne au mieux de ses possibilités afin que on ne perde pas nos dossiers, ou le moins possible, parce que nous sommes un certain nombre au sein du cabinet, pour ne pas dire tous, que ça rend un peu nerveux, voire de désagréable à très contrarié le fait de perdre. On n'aime pas ça du tout. Et on a quelques spécificités au sein du cabinet, et notamment on a renversé un paradigme qu'on avait précédemment mis en œuvre dans nos locaux précités, nos locaux historiques. C'est que nos usages ne sont pas adaptés aux locaux, c'est l'inverse. On a fabriqué des locaux pour qu'ils soient adaptés à nos usages. Donc de façon, par exemple, un peu contre-intuitive, nous avons près de la moitié de notre surface de bureau qui est dédiée à des espaces partagés entre nous. Parce qu'en analysant la manière dont on traite nos dossiers, on sait, parce qu'on le vit quotidiennement depuis plus de 20 ans, que nous sommes très souvent engagés dans des combats judiciaires asymétriques. Un peu à l'image de une guérilla contre une armée régulière. Nous, on n'est pas du côté des très grands cabinets d'avocats
franco-français ou anglo-saxons au service de banques ou de grandes assurances ou de l'État, par exemple, tu vois. Donc nous, on doit former des petites équipes agiles, tranchantes, réactives, et donc ces équipes se forment au gré de la vie des dossiers dans des espaces, mais tu auras l'occasion de venir, on le sait, au sein du cabinet. Nous sommes là pour être le plus répondant possible aux besoins de traitement de nos clients, tu vois. Donc, il n'est pas rare qu'on se réunisse à 2, 3, 4 ou 5 en fonction de ce qui est nécessaire dans le dossier, en s'étant à peine croisés, en sachant par nos moyens de communication et l'organisation interne du cabinet qui a été poussée assez loin en termes de structuration et qu'on veut pousser encore plus loin. Je t'en parlerai, mais il n'est pas rare qu'on se réunisse de manière informelle, quasiment instantanée, pour prendre une décision rapide. Là où nos adversaires travaillent souvent à plusieurs cabinets, sont très nombreux dans des salles de réunion très prestigieuses. Je ne dis pas que les nôtres sont moches, je crois qu'elles ne le sont pas, mais où tout le monde est là pour justifier son salaire, ses honoraires, sa place. Donc, ils prennent beaucoup de temps pour prendre des décisions et ils sont un peu moins agiles, peut-être. Je comprends. Vous avez commencé donc à 2. Enfin, comment s'est opérée la croissance pour arriver à plus de 20? Elle a été rapide? Est-ce que vous êtes toujours en croissance? On est toujours en croissance. Elle a été rapide parce que les gens qui nous aimaient à l'époque et les gens qui ne nous aimaient pas nous avaient dit la même chose. Ils nous avaient dit les 10 premières années sont horribles quand on crée un cabinet. Ah oui. Et donc, avec Benoît Pruvot, on a décidé de sauter les 10 premières années. Et donc, en se disant, ok, si quand on nous aime pas et quand on nous aime, on nous dit la même chose, c'est que ça doit être vrai. Et donc, on a pris des locaux qui étaient directement les locaux que nous avions envie d'avoir 10 ans plus tard, dans le quartier dans lequel on souhaitait être installé 10 ans plus tard. Et on a recruté des collaborateurs. On a, dans un premier temps, pris des sous-locataires dans des matières que nous ne savions pas traiter. Mais donc, quand tu es arrivé il y a près de 25 ans au sein du cabinet 28 octobre, tu voyais le premier jour de notre installation un cabinet qui avait déjà l'air d'être structuré, qui ne l'était pas, puisque c'était des sous-locataires, nous, tu vois. Bon, mais en tout cas, on a fonctionné comme ça et on a très bien fonctionné. Et puis petit à petit, on a eu une croissance où on s'est rendu compte assez rapidement que ce qui était le plus délicat dans tout ça, c'était le casting. Alors pardon pour le mot anglais, mais le recrutement. Oui, le recrutement, mais qui tu recrutes, à quelle place, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'elle sait faire, sachant que chez nous la loyauté et l'engagement sont les valeurs cardinales, tu vois, au sein du cabinet 28 octobre. Et puis évidemment la technicité en droit, mais puis la capacité à faire des stratégies, à les suivre, à les tenir. On est souvent sur des dossiers de longue haleine qui sont parfois réputés perdus d'avance, etc., etc. Tu vois, on a traité des sujets qui étaient des sujets relativement délicats, parce que adversaire de grandes banques plusieurs fois, de nombreuses fois, adversaire d'un favori à l'élection présidentielle, tu vois. Donc ce sont des enjeux qui peuvent rendre un certain nombre de nos adversaires un peu nerveux parfois et donc imprévisibles. Je comprends. Donc en définitive dangereux, tu vois. Donc nous on est adapté à ce type d'écosystème où il faut pas avoir peur avant d'avoir mal, quoi. Je comprends. Et donc ce costume d'associé que tu as très vite enfilé, est-ce que tu l'as appréhendé facilement? Enfin, tu parlais de difficultés sur le casting. Enfin, ce podcast a vocation à mettre en avant l'aspect entrepreneurial de la profession. Comment est-ce que tu as appréhendé justement ce nouveau statut d'associé, que ce soit sur le développement de la notoriété du cabinet ou même le management aussi, de façon simple, parce que c'est des choses sur lesquelles on n'est pas forcément préparé, et quand on veut construire un cabinet, ce sont des enjeux qui sont essentiels. Comment est-ce que tu t'es senti vis-à-vis de tout ça, et même comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, d'ailleurs, toujours, parce que le fait que tu poses la question me conduit à réfléchir à la manière dont nous avons fait, mais
c'est pas tout à fait comme ça, si tu me permets. C'est-à-dire que quand tu prends la décision de t'installer, en fait, il y a qu'un seul cap, c'est faire de ton mieux et faire ce qu'il y a à faire. Donc, je me suis pas dit, je vais mettre un costume d'associé, comment je me sens, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire. Tu gères ce qui doit être géré un peu au jour le jour au début, et puis après au mois le mois, et puis après tu te dis, tiens, ça fonctionne, donc je vais pouvoir projeter quelque chose, anticiper, tenter des choses. Donc, nous, très vite, ce qu'on a dit entre Benoît et moi, il y a très longtemps, puisque c'est quasiment un quart de siècle maintenant, et ce qui a infusé auprès de nos équipes depuis lors, c'est que d'abord, nous ne votons rien. D'accord. Okay, on prend pas nos décisions en fonction de qui détient quoi dans les statuts et des détentions capitalistiques. Nous sommes sur des décisions unanimitaires. Et si l'un de nous a une vision du cabinet ou une chose qu'il a envie de tenter, soit l'autre a un no-go, et dans ce cas-là, on ne le fait pas, il n'a pas besoin de le justifier, soit il n'a pas de no-go, et dans ce cas-là, dans cette hypothèse, il se met au service de celui qui a la vision, et on assume et le fait d'avoir réussi ou d'avoir échoué ensemble, tu vois. Donc on n'est pas dans des calculs de responsabilité en disant c'était ton idée, c'était une idée de merde, c'est à cause de toi que point de suspension, c'est pas ça. Donc il n'y a pas vraiment de costume, et nous on n'est jamais aussi bien que quand il n'y a pas de sentiment hiérarchique qui se fait sentir au sein du cabinet. Tu vois, enfin alors tout le monde se tutoie, c'est un peu bateau puisque dans beaucoup de boîtes tout le monde se sans doute et sans doute aussi ont-ils leur raison de fonctionner comme ils fonctionnent, mais tout le monde se tutoie, c'est un schéma qui est relativement quelque chose entre amical et familial, tu vois. On prend les décisions ensemble. Beaucoup de nos collaborateurs sont d'anciens stagiaires, donc il n'y a pas beaucoup de turnover au sein du cabinet. Il y en a, comme dans tous les cabinets. Et là, pour les deux auxquels je pense qu'ils nous ont quittés pour des raisons qui leur appartenaient ou qui nous appartenaient en commun, on continue à travailler avec ces deux-là, parce que ça n'est pas une affaire de fâcherie, c'est une affaire de convergence de vues sur quelque chose qu'on va développer ensemble, qui est un projet. Je comprends. Tu vois ? Non, mais ça a l'air d'être un cabinet où il fait bon vivre, du moins de la façon dont tu l'expliques. Je le crois, oui. Je le sens aussi, ça se ressent du moins. Enfin, c'est une belle façon de travailler en équipe. David, tu as eu des expériences aussi, enfin des affaires qui ont été très médiatisées. Je pense par exemple à l'affaire Kirvel ou des sujets comme ça. Je pense que c'est peut-être une question que certains se posent. Comment est-ce qu'on fait pour devenir un avocat médiatisé, ou comment est-ce que toi, justement, tu as pu avoir des affaires avec une telle notoriété, en fait, et déjà, comment on fait pour arriver à avoir des affaires comme cela? Alors, je crois pas qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas. Je crois que ça advient, oui, ou ça n'arrive pas. Moi, à ma décharge, si je dois m'excuser un tout petit peu d'avoir été très médiatisé, au sein du cabinet, je m'occupe de risques médias et de droit de la presse. C'est ce que je faisais il y a une quinzaine d'années, avant de faire beaucoup plus de droit pénal des affaires. Donc, quand tu travailles autour de notions qui sont amenées à être médiatisées, ou à l'inverse, peut-être qu'on en parlera, quand ton client te confie une notion qui ne doit pas être médiatisée, parce que ça, c'est le pendant un peu en négatif qu'on voit peu, si le travail est bien fait. Alors, évidemment, il y a un risque qu'à un moment, tu doives porter une parole publique en tant qu'avocat. Donc, je ne sais pas très bien répondre à ta question qui consisterait à dire comment on fait pour. Je sais te dire comment on fait pour traverser ça. Je sais te dire, si ça t'intéresse, est-ce que c'est favorable au développement d'un cabinet ou est-ce que ça ne l'est pas? Et c'est un peu les deux à la fois, si on rebondit là-dessus. Parce que tu vas d'abord attiser tout un tas de réactions un peu curieuses quand tous les gens médiatisés savent ça. Il y a, nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a la population des gens de ton écosystème se divise un peu en trois. D'accord. Un tiers qui s'en fout,
généralement, c'est les gens Oui. équilibrés, pour le dire comme ça. Un tiers qui va adorer absolument tout ce que tu vas faire et dire. Bon. Et un tiers qui va détester tout ce que tu vas faire et dire. Ça va aussi t'attirer beaucoup de gens, des hommes, des femmes, des dirigeants d'entreprise qui vont se dire « Tiens, je veux ce gars comme avocat ou son cabinet ». Mais parfois, les dossiers n'existent pas. Parfois, les gens ne sont pas tout à fait raisonnables dans leur manière de penser, tu vois. Je comprends. Et on est dans un pays où je crois que on le sait peu, en fait. Nous, on reçoit, par exemple, je vais aborder le sujet un peu différemment, on reçoit beaucoup de demandes de personnes qui font perdre beaucoup de temps. Ah oui? Pourquoi? Parce que... comment je vais dire ça gentiment? Parce qu'il y a une sorte de délirium ambiant qui relève de la psychiatrie. Hein, oui. J'ai jamais pris la parole là-dessus, mais je crois que je peux te dire ça, où des gens sont persécutés, se croient écoutés, se croient épiés, se croient volés, veulent déposer plainte contre des gens qu'ils ne connaissent pas, etc. C'est beaucoup plus que ce qu'on imagine. Donc ça nécessite un traitement de ces appels entrants où il faut arriver à trier. Un premier filtre. Bien sûr. Et à côté de ça, au milieu de ça, tu as des gens qui viennent avec des vrais sujets qui vont être intéressants pour le développement de ton cabinet. Mais il faut les trier. Et ces deux segments-là viennent à toi grâce à la notoriété médiatique que tu es? Évidemment. Le reste, c'est la communication que ton cabinet peut faire. Et nous, par exemple, on a une personne qui est en charge de la communication au sein du cabinet, qui fait de la communication institutionnelle du cabinet, qui peut-être génère des nouveaux dossiers ou pas. On ne sait pas très bien. Enfin, tu vois, on n'a pas un code promo en disant copier-coller le code et on sait que ça vient de telle campagne. Bien sûr. C'est pas ce genre de choses. Ensuite, tu as le bouche à oreille, parce que tu as peut-être bien travaillé et que tu as satisfait un client, une cliente qui va dire... et la notoriété sert aussi au bouche à oreille, je pense. Mais pour ce qui est de la notoriété pure et dure, pour tous ceux qui pourraient être en train d'écouter ton podcast et se dire « Ah, j'ai tellement envie de ce truc-là », moi, j'ai fait par exemple le choix de ne plus être médiatisé ou le moins possible. Ah oui? Et c'est beaucoup plus confortable. Ah, donc c'est ça le revers de la médaille. Tu trouves que c'est un gros flux qui va pas forcément être très qualitatif parce qu'on va être très visible? C'est indéniable. Puis tu peux aussi être au téléphone dans la rue et quelqu'un te tape sur l'épaule en voyant que tu es au téléphone, en te disant... ça me semble abstrait. Moi, quand je suis à découvert de 50 € à ma banque, elle le voit. Alors on imagine bien que dans tel dossier, elle a vu que, ou tu vois, enfin, les gens te donnent leur avis. Mais c'est ok, ça vient avec. Enfin, tu vois, c'est un peu livré avec ces dossiers-là. Et les aspects positifs de la notoriété, qu'est-ce qui t'a marqué justement en termes d'impact sur le business développement? Parce que là, tu disais qu'il y avait un flux conséquent, plutôt à tendance négative, qui pouvait être issu de la notoriété. Qu'est-ce que ça apporte justement au-delà du fait d'être reconnu, d'avoir peut-être gagné des affaires, qu'est-ce que ça t'a apporté de positif? Fonctionner, par exemple, avec des journalistes, c'est quelque chose de très intéressant, parce que c'est un milieu qui est très distinct de celui du droit, de celui du barreau. Ça te permet de pouvoir accéder à un niveau d'investigation quand tu connais ces journalistes, ce qui est le cas de notre cabinet évidemment, qui permettent ces investigations, de pouvoir faire avancer des dossiers quand ils sont un peu mal embarqués, quand il te manque des éléments probatoires, des éléments de preuves qui permettront d'emporter la conviction d'un magistrat ou de boucler une négo de manière favorable pour les intérêts que tu défends. Donc ça c'est ultra positif. Ce qu'il y a de positif aussi, c'est que quand quelqu'un arrive avec un sujet délicat où un risque média est engagé, et il ne faut jamais négliger le risque média, parce que le risque média porte atteinte au principal actif immatériel d'une boîte ou d'une personne, c'est-à-dire son image.
Bon, quand nous en sommes là, et c'est chaque semaine, dans le cas des avocats de notre cabinet, on n'a pas à faire la preuve qu'on sait gérer ça ou qu'on sait joindre tel ou tel journaliste. C'est acquis pour le client quand il arrive, tu vois. Mais tu as aussi beaucoup de gens qui arrivent en disant voilà, je vais vous prendre comme avocat parce que je veux médiatiser mon dossier. Mais c'est pas comme ça. Nous, les dossiers qu'on médiatise, nous, quand on n'a pas le choix, c'est-à-dire quand ils sont pas médiatisés par un fait divers ou, tu vois, hors de notre sphère. En tout cas, la ligne de nos équipes, c'est de ne médiatiser un dossier que s'il est dans l'ornière, que s'il est planté. Okay. Je comprends. Tu vois? Oui, tout à fait. C'est pas médiatiser pour médiatiser. Ça n'a pas de sens. Et parmi les grandes affaires que tu as pu traiter, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres? Ah ben oui, bien sûr, évidemment. Là, notamment, tu veux un exemple, c'est ça? Bah oui. Ouais, okay. Notamment, notre cabinet s'est engagé aux côtés d'Oscar Temaru, qui est l'ancien président de la Polynésie française, le leader du parti indépendantiste Tavini à Tahiti. Moi, je suis allé un grand nombre de fois à Tahiti pour ce dossier. Oscar Temaru, qui est un homme que j'apprécie profondément pour ce qu'il est, pour la probité qui est la sienne, a été de manière totalement lamentable et injuste visé par une enquête préliminaire du parquet où on essayait de faire de lui le coupable d'une prise illégale d'intérêt, donc un délit de probité. Le parquet a toujours su que Oscar Temaru n'était pas coupable de ça. Nous avons toujours, nous, sa défense, avec Thibault Millet, avec lequel j'ai eu l'extraordinaire chance de travailler ce dossier, parce que j'adore Thibault Millet. Nous avons toujours dénoncé la conduite d'un procès politique. On a fini par gagner, puisqu'il y a eu une relaxe générale. Le ministère public a cru bon de faire une utilisation curieuse des deniers de l'État en formant un pourvoi en cassation, qu'il savait vain, pourvoi qui n'a pas été admis. Donc la décision de relax d'Oscar, qui est aujourd'hui totalement blanchi, d'Oscar Temaru, pardon, qui est aujourd'hui totalement blanchi, est acquis. Ensuite de ça, le ministère public a fait un communiqué de presse pour vaguement injurier les avocats d'Oscar Temaru, au rang desquels moi. Ils ont fait ça, alors pas en tant que ministère public, mais via un syndicat national de magistrats. Et pour faire l'histoire courte, le syndicat en question a fini par présenter ses excuses publiques que j'ai accepté de co-signer pour qu'on en reste là, tu vois. Donc ça, c'est un dossier marquant, parce que quand tu vas là-bas, quand tu vas sur ce territoire français, donc, et que tu te rends compte que tu défends des gens, mais au travers l'homme politique que tu défends la population qu'il protège, qui eux cherchent des réponses aux faits nucléaires, aux conséquences du nucléaire, c'est-à-dire les 193 essais que nous avons faits en Polynésie française, nous la France, sans s'excuser, sans reconnaître les dommages, sans les réparer. Bref, on a oublié de s'honorer au passage. Dans ce contexte-là, quand ton client subit une charge politique, parce que tout ça avait été lancé parce qu'il avait obtenu l'inscription de la Polynésie française sur la liste des pays à décoloniser auprès de l'ONU. Et il m'a d'ailleurs été demandé de plaider cette cause devant l'ONU à New York, ce que j'ai fait en 2019 avec d'autres. Et nous avons obtenu la réinscription à nouveau de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser. Eh bien, dans ce contexte-là, quand tu te rends compte que face à ça, il y a une charge politique qui est inique, ça te donne envie de bien faire ton travail. Et je crois qu'on l'a bien fait. Le résultat est plus que satisfaisant. Et ça a créé des liens à telle enseigne que nous sommes en train d'ouvrir un cabinet en Polynésie française. Ah oui? Ouais. Incroyable. Avec Thibault Millet et avec Édouard Varro, son associé, qui ont déjà un cabinet là-bas. Et parce qu'on a développé une clientèle là-bas, parce qu'on adore fonctionner avec
avec ces 2 avocats que j'ai cités, et qu'il y a une ligne de développement assez claire pour le cabinet 28 octobre là-bas. Donc voilà un des dossiers marquants, mais je choisis celui-là parce que c'est l'un des plus récents. Oui, non, mais j'aime bien. C'est vraiment un beau métier quand même que tu exerces. Oui, c'est un beau métier. C'est vraiment un beau métier. À chaque fois, je suis en admiration sur ce qu'on peut me raconter. Mais donc, tu as parlé du développement d'une nouvelle antenne de ton cabinet en Polynésie. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir justement pour ce cabinet, enfin pour 28 octobre? Comment est-ce que tu vois la croissance du cabinet dans les années à venir? Alors, on a un projet à Paris qui est en cours. Je commençais à l'évoquer tout à l'heure quand je te disais qu'on était déjà très structuré, mais qu'on était loin d'avoir atteint l'acmé de cette structuration. Nous sommes en train de subir, je vais le dire comme ça, en ce moment, une démarche à laquelle nous avons consenti, qui consiste dans le fait d'être audité par une boîte qui s'appelle CLAC, avec laquelle nous avons une collaboration. Le cabinet 28 octobre a une collaboration avec CLAC. Et CLAC, et je salue les dirigeants de CLAC au passage, ont accepté de venir auditer l'intégralité du cabinet. Donc on leur a donné les clés de tout. Ils ont la clé du moindre placard, ils ont la clé de notre système de facturation, de notre CRM, de nos abonnements IA, de nos choix de recrutement, de notre manière de procéder à des augmentations ou pas, d'incentiver des collaborateurs ou pas, de promouvoir tel ou tel au sein du cabinet ou pas. Donc ils ont la clé d'absolument tout, et on est en train de co-développer avec CLAC une solution adapté au cabinet d'avocats, de petite taille jusqu'à mid-size, jusqu'à une taille médiane, pour aider un certain nombre de cabinets. On est en train de faire ce testing sur nous, à se structurer pour sortir un peu de l'équation du temps perdu. Je ne sais pas si je me fais comprendre quand je dis ça. Est-ce que tu peux un petit peu développer? Bien sûr. On est, nous, tu vois, recorder des temps, marquer les temps pour facturer des temps, c'est un sujet. Il y a une déperdition de temps. Quand tu passes d'un dossier à l'autre, il y a une déperdition de temps. Quand tu attends à l'audience, il y a une déperdition de temps. Et puis finalement, on est en train de travailler absolument tout le temps. Donc nous, on est très attachés à l'idée de regarder comment nos avocats au sein du cabinet vont vivre le mieux possible, dans des conditions les plus favorables possibles, prendre le plus de plaisir possible et croiser le plus de bonheur possible. Parce qu'on croit que c'est ça qui va nous rendre performants. C'est un boulot qui est très prenant, qui prend beaucoup de temps. Et pour le dire un peu de manière rapide et inélégante, si pendant que tu fais tout ça, tu es en train de t'emmerder, tu ne seras pas performant. Donc, nous, on a, par exemple, pris la décision sur le temps de travail de tout le monde, stagiaires, collaborateurs, consul, associés, au sein du cabinet, sur ce temps de travail, de gérer la santé et le sport. Donc, chez nous, on se fait une petite salle de sport, une petite salle de boxe, au sein de nos nouveaux locaux. Ouais, c'est très chouette. Et on a mon ancien prof de boxe, enfin c'est pas mon ancien prof, il a toujours été mon prof de boxe depuis 2014, Samir, qui vient 3 heures le mardi et 3 heures le jeudi, toutes les semaines. Et donc on fait des roulements de 45 à 50 minutes par groupe de 2, sur la base de qui veut y aller, qui ne veut pas y aller. Et donc tu t'inscris et tu fais ce sport, et tu peux aller n'importe quand dans la salle de sport pour décompresser, pour faire toute ta petite séance. C'est ça. Et donc que tu travailles 1 heure ou que tu fasses 1 heure de sport, pour nous c'est exactement traité de la même manière. C'est comme du temps de boulot. Tu vois, aujourd'hui par exemple, à l'instant où on enregistre, nous avons notre médecin, nous avons une généraliste qui vient 2 fois par an au cabinet pour voir tout le monde sur la base du volontariat, qui prescrit des check-ups, des analyses, elle fait son travail de médecin généraliste, et ensuite suit la semaine prochaine une infirmière qui fait les prélèvements, et chacun avec sa carte vitale reçoit
ces résultats. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas. Nous, Bien on sûr. ne voit pas les résultats, tu vois. Oui. Mais on a compris que dans un environnement qui est ultra compétitif, mais je te parle pas de compétition vis-à-vis des autres cabinets, je te parle de cet environnement, ultra compétitif pour te dire que quand un avocat veut se jeter dans ce bain et mener cette compétition, eh bien le corollaire, c'est que souvent il se néglige. Et l'idée pour nous que nous puissions nous négliger n'est pas une idée acceptable. Tu vois, moi, j'ai pas envie que quelqu'un au sein de notre tribu, de notre cabinet, me dise on m'a diagnostiqué telle maladie et je la prends trop tard. Tu vois, cette idée nous est insupportable. Non, donc, sport et santé sur le temps de boulot, et on a déployé un certain nombre d'autres choses peut-être plus anecdotiques, tu vois, ou plus signifiantes, ça dépend, dont je te parlerai si tu souhaites, pour pouvoir fonctionner le mieux possible et dessiner les contours de ce cabinet pour le rendre le plus heureux et le plus tranchant possible en même temps. Oui, puis ça doit être attractif en plus aussi pour les talents de voir un cabinet comme ça qui prend aussi soin de sa tribu, son équipe, pour reprendre tes mots, parce que... évidemment que ça l'est, et on est content de ça, tu vois. Oui. On est content de ça. Non, mais c'est qu'on entend beaucoup que chez les jeunes avocats, parfois, ils appréhendent aussi un petit peu la charge de travail, les structures dans lesquelles ils peuvent évoluer, le déséquilibre vie pro, vie perso. Enfin, ce sont des sujets qui sont pas isolés, que j'entends beaucoup, moi. Ils ont raison. Donc, oui. C'est l'enjeu. Ils ont raison d'appréhender ça. C'est la différence entre avoir une chouette vie et une vie compliquée. Oui, j'entends. Mais je pense aussi que c'est ce que je discutais de la dernière fois avec un de tes confrères. Il y en a aussi beaucoup qui quittent la profession d'avocat pour aller en entreprise à cause de ces désagréments-là, en fait, que je peux entendre. Je sais que c'est un métier qui est très exigeant, où on s'attend à avoir une densité horaire assez forte. Mais parfois, la réalité aussi est même plus dure que ce qu'ils avaient envisagé. Oui, complètement. C'est pour ça que nous, au sein du cabinet 28 octobre, on souhaite que les choses soient, je te le redis, c'est pas un gros mot, les plus heureuses possibles. Oui. Parce que on est conscient de... Enfin, tu vois, on est dans une période où bonheur, faut plus dire bonheur. Ça a l'air d'être soit une fausse notion, soit totalement galvaudé. Nous, on réfléchit, on a un temps ensemble qui est fixé pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut changer pour être mieux, tu vois, non, mais c'est pour se marrer, et on se prive pas de le faire parce que sinon c'est pénible. Non, mais c'est très agréable d'entendre des retours comme ça. Je pense même pour nos auditeurs aussi. Tant mieux. Je sais que dans les diverses facettes de ta carrière, tu as également écrit des livres. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Oui, si tu veux. De façon assez générale, mais je trouve ça toujours intéressant quand on a plusieurs cordes à son arc. Allons-y vite. J'ai toujours écrit depuis que je suis ado. C'est un moyen pour moi, un peu comme le sport, si tu veux, d'arriver à poser les choses, à les canaliser. Et donc, j'ai écrit un roman qui s'appelle Hélium et Papillon, il y a longtemps de ça. Qui a été publié en 2004. D'accord. Et où je l'ai relu pendant le Covid. Mais c'est pas quelque chose sur le droit ou c'est non, un pas roman du tout. C'est fantastique. un roman. Non, il est pas fantastique. C'est un roman d'amour ordinaire. Il n'y a rien de rien avec le droit. Pas. Non, rien avec le droit. Quelques petites choses glanées ça et là en lien avec le droit parce que et je l'ai relu pendant le Covid et je me suis fait la réflexion en le relisant aujourd'hui, tu vois, à distance, je vois que j'ai tout mis. Tu vois, j'ai montré tous les jouets que j'avais dans ma chambre. J'ai dit, hey, regarde, je sais faire ça et je sais faire ça aussi, et je sais faire ça, donc c'est trop. Bon, il aurait fallu l'écrire 2 tons en dessous. Tu sais, c'est la maxime de Paul Valéry, sauf erreur de 2 mots, choisir le moindre. Je savais pas ça, j'ai pas appliqué. Ensuite de ça, j'ai publié une œuvre de collaboration qui s'appelle L'éveil, chez l'excellent éditeur La Relève et la Peste,
qui est d'ailleurs le dernier éditeur chez lequel j'ai publié il y a 2 ans un livre politique qui s'appelle La Charge, qui part de l'idée que tout est contractuel dans la vie, les contrats de mariage, les contrats de location, les contrats de travail, les contrats de prêt, enfin tout est contractuel, il y a des contrats express, tacites, etc., sauf la relation qui unit le peuple et le politique. Voilà, donc c'était ça l'idée. Et avant cela, j'ai publié un autre livre chez Don Quichotte, qui s'appelle Une contestation française et qui était en 2017, juste avant la campagne présidentielle. Donc voilà pour ce qui est des livres. Ok. Et il y a un dernier sujet plutôt sur lequel j'aimerais bien aller, c'est l'intelligence artificielle. Bien sûr. Je suppose que c'est un sujet qui t'intéresse aussi. Tu sais que c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Bien évidemment. Mais est-ce que tu peux m'en parler de comment est-ce que tu l'utilises au quotidien, peut-être plus largement dans ton cabinet? Est-ce que vous avez intégré une IA? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez? Tu sais, au sein du cabinet, on a des départements, comme beaucoup de départements. Donc, on a un cabinet de droit des affaires qui fait du droit pénal des affaires. Dans le droit pénal, on a des affaires criminelles. On fait du droit des affaires pur et dur. On a un associé, Didier Médecin, qui fait du droit social. On a un associé, Guillaume Gimenez, qui fait du corporate, du droit des sociétés. Bref, tout le monde a son petit précaré. Petit ou pas petit, on me dira pourquoi tu as dit petit. Une fois ça dit, notre travail en tant que cabinet, c'est de s'assurer que la qualité de travail est équivalente d'un avocat à l'autre, d'un département à l'autre, et d'une manière générale, ce qu'on doit faire, si on veut structurer tout ça, c'est gérer des datas. L'IA, en matière de gestion, en matière d'évolution de cabinet, c'est un outil absolument incroyable, qui, de mon point de vue, fera que si on ne s'y adapte pas, on sera mort à 5 ans, en tant qu'avocat, nous. Oui, j'ai assez aligné là-dessus. Et je crois que 5 ans, je suis très, très optimiste compte tenu des évolutions. Donc oui, on en teste plusieurs. On a un comité au sein du cabinet de gens que ça intéresse de développer ces réflexions autour de l'IA, qui pilote ce sujet. J'en fais partie comme un membre. Curieusement, cependant, les plus jeunes d'entre nous, et on a vu ça dans d'autres organisations, d'autres cabinets, d'autres entreprises de clients, les plus jeunes d'entre nous sont aussi parfois les plus réfractaires au déploiement de l'IA. Ce qui est, je m'attendais pas à ça. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils se disent que ce qu'ils viennent d'apprendre est déjà obsolète et que avec l'IA ils seront possiblement remplacés ou possiblement moins utiles ou je ne sais pas quoi, alors que ce n'est pas ça l'idée. Oui, c'est comment être plus utile et comment s'adapter. Puis tu sais, il y a un débat un peu dogmatique qui est je suis contre l'IA, je suis pour l'IA. Ça me rappelle les gens qui disaient je veux pas passer à l'euro. Ben oui, mais enfin, tu vois, ou je veux pas qu'il y ait Internet. C'est toujours des réfractaires, de toute façon, dans des mais changements. On n'a pas le choix, tu vois. Donc là, on est en train de co-développer une solution avec un éditeur qui n'est pas vous. Mais tu sais bien qu'entre midi et deux, j'ai discuté de ça avec vous, par ailleurs, avec quelqu'un de ta maison, pour co-développer une IA qui soit appliquée à notre marché. Et donc, nous, de manière un peu boulimique, on teste absolument tout ce qu'on peut pour adapter nos activités le plus efficacement possible. Et tu vois, notamment, je crois que aujourd'hui le cabinet 28 octobre est le cabinet parisien qui compte dans son sein le plus d'anciens magistrats. Ah oui. Puisque nous en avons 6 et bientôt 7 qui travaillent avec nous. On a un ancien enquêteur, policier, officier de police judiciaire de la brigade financière. On a Georges Fenech, un ancien magistrat instructeur, ancien député. Jean de Maillard, qui était l'ancien premier VP du TGI de Paris, avant que ça s'appelle tribunal judiciaire.
Jacques Dallest qui nous a rejoints et Bertrand Dallier. Bref, tous ces gens, ce sont des gens qui ont eu une ou plusieurs carrières, qui sont aujourd'hui retraités de la fonction publique, qui sont sans doute passés à l'ennemi, puisqu'ils travaillent dans le privé, au sein du cabinet 28 octobre. Eh bien, ces gens-là, de cet âge-là, la plupart d'entre eux, pour ne pas dire tous, non, je rétracte, tous fonctionnent avec des IA, ayant entre 67 et 74 ans. Ils sont plus enclins à l'utiliser que certains jeunes. Ouais, complètement. C'est incroyable, ça. Et c'est absolument formidable de voir ça. C'est te dire le pouvoir d'adhésion de cet outil sur nos activités. Non, bien sûr. Et par rapport aux clients, est-ce que tu penses que le fait d'être transparent sur l'utilisation de l'IA, ça peut servir ou au contraire desservir un cabinet? Je sais que certains cabinets le mettent en avant justement nous, pour... on le dit, tu vois, enfin on le dit, tout comme on dit qu'on peut payer les honoraires du cabinet en crypto-monnaie si on le souhaite, parce qu'on a déployé ça et qu'on a un compte crypto pour le cabinet depuis 2021. C'est incroyable, j'avais jamais entendu ça. Mais parce que il y a rien à taire et il y a rien à cacher. Non, nos clients utilisent des IA, ils le font eux aussi. Tu vois, alors avec plus ou moins de profondeur de champ, plus ou moins de relief dans ce qu'ils parviennent à faire. Là récemment, on a reçu un email un peu qui a été perçu comme désagréable, où un client dit voilà, d'une procédure à l'autre, vous avez 89 ou 90% de taux de similitude, et c'est ChatGPT 4 qui me le dit, etc. Bah oui, il avait raison. C'est deux procédures pénales, c'est entre sensiblement les mêmes personnes pour les mêmes faits. Ce qu'on vient chercher, c'est les 10% de delta. Évidemment qu'on veut pas réinventer la roue pour réinventer la roue, mais ce virage, je sais pas dans quel état il nous laissera. En tout cas, je sais que nous, au sein du cabinet 28 octobre, nous ne souhaitons absolument pas que le cabinet soit dépassé et largué sur ces sujets parce que il serait dit que on ne veut pas pour des raisons dogmatiques. Oui, je comprends. Et dès lors que certains de nos adversaires l'utilisent, on décide de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Non, je comprends. Et là, depuis ton podcast, nos adversaires sauront que bien évidemment, on l'utilise. Alors après, c'est pas sans intervention humaine, c'est pas sans revue, c'est pas. Bien sûr. Hein, tu vois, évidemment pas. Oui, bien sûr. Et heureusement. Mais de toute façon, ça va avec. Je pense que tu essayes de transmettre aussi de ton cabinet. Hein, dis-moi si je me trompe, mais un cabinet où il fait bon vivre, qui est en phase sur les sujets d'actualité et qui est ouvert finalement à l'échange entre les différentes personnes de ton équipe et aux nouvelles technologies. Mais je pense que c'est important, d'autant plus si vous êtes en croissance, pour avoir des talents justement qui sont sur le qui-vive sur ces sujets-là. C'est important aussi, vous, de transmettre cette image-là, voire même essentielle. Mais tu sais, pardon, c'est pas pour te contredire, mais il s'agit pas de transmettre une image. Et moi, l'image que ça transmet, à la limite, c'est pas trop mon... pour tes clients ou pour les personnes qui pourraient te rejoindre, il n'y a pas de transmission, de notoriété, d'image de ce que... Attends, si, pardon, je pensais qu'on parlait de l'IA. Non, je parlais du global du cabinet. Oui, ok, pardon pour le malentendu. Tu comprends bien qu'on ne dit pas on utilise l'IA ou on n'utilise pas l'IA pour l'image. Je parlais de tout ça, globalement, tout ce que ton cabinet a de positif. Je te fais un peu la même réponse. On fait tout ça pour que ça existe. Et puis ensuite, on a la décision à prendre de savoir si on communique ou on ne communique pas. Et évidemment qu'on ne se prive pas de communiquer sur ce qui est sur ce qu'on se dit qui peut être vu comme un élément positif. On le fait, je crois, avec modération, mais c'est pas l'objectif. Je serais cru ou pas, tu vois, mais l'objectif premier, c'est que ça existe. Je comprends. L'objectif premier, c'est que quand tu es chez nous en tant qu'avocat ou en tant que client, tu te dis que être chez 28 octobre, c'est pas la même chose que d'être ailleurs, en moins bien ou en mieux. Moi, mon boulot, c'est que ça soit en mieux. Bien mais sûr. après, peut-être que parfois, on n'arrive pas à le faire, tu vois. Mais le fait qu'il y ait peu de turnover, le fait que je vois qu'on se marre. On a d'ailleurs une référente NAV. On a inventé ça.
NAV, ça veut dire niveau d'admissibilité des vannes. Voilà. C'est quelqu'un qui fait le juge sur les bonnes ou mauvaises vannes. Oui, parce qu'on a des gens de 21 ans jusqu'à 74. 74 ans, donc tu comprends bien que c'est pas des gens qui ont été élevés aux mêmes époques, qui ont enfin, tu vois, il y a eu des modes, il y a 2-3 trucs qui se faisaient, qui ne se font plus, etc. Donc, quand on a un doute, on saisit notre référente NAV, niveau d'admissibilité des vannes, qui nous dit, ça passe moyen, ou ouais, allez-y à fond, généralement ça passe. Mais, enfin, ça c'est vraiment pour se marrer que je te dis ça, mais nous, on veut que ça existe, tu vois, et on veut être performant parce que dans notre marché de droit des affaires et droit pénal des affaires parisien, si t'es pas performant, tu deviens un figurant, tu vois, ton cabinet devient un cabinet de figurants. Les gens qui sont embauchés au sein du cabinet n'ont pas vraiment la nature d'être des figurants. Donc, on veut que ça soit performant, que ça soit agréable et qu'on soit bien, tu vois. Donc, on fait d'abord pour ça. En tout cas, crois-moi sur gage, je te prie, on communique moins que ce qu'on fait de trucs sur lesquels on pourrait communiquer. Voilà. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est une approche. Peut-être qu'on a tort. Bah, pas forcément, mais c'est vrai que j'aurais toujours tendance à penser, effectivement, on fait pour l'entreprise en elle-même, pour le bien-être, etc. Mais c'est vrai que souvent, ce sont des choses qu'on a envie de montrer, en fait, pas pour montrer forcément qu'on est le meilleur, mais pour dire, regardez, si ça fonctionne chez nous, peut-être que ça va fonctionner pour vous aussi, ou alors même rejoignez-nous si ça vous donne envie. Il y a de ça, et il y a aussi, tu sais, il y a une communication qui est aussi non visible. Nous, on est souvent saisis par d'autres cabinets d'avocats qui nous envoient des dossiers, parce qu'on défend un certain nombre d'avocats et de magistrats sur des sujets de responsabilité civile professionnelle, où on bosse beaucoup pour des gros cabinets ou des cabinets moins gros, sur des sujets que eux ne savent pas gérer, ou ne veulent pas gérer, ou n'ont pas le temps de gérer, sur des matières qu'ils ne maîtrisent pas, en fait. Et donc, c'est aussi une forme de communication, de les recevoir chez nous, d'aller chez eux, de les rencontrer, tu vois. Donc, tout n'est pas ce qui se voit, bien sûr, d'une manière générale. Eh bien, écoute, David, merci beaucoup. C'était un très beau mot de la fin. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je souhaite plein de bonnes choses aussi à 28 octobre. Et puis, peut-être à très bientôt. Merci, Maya. Merci pour ton invitation. David.